Les montagnes rocheuses sont une région inhospitalière. Chaque espèce a donc développé ses propres stratégies de survie. Mais de toutes les capacités d'adaptation que l'on peut observer dans le règne animal, la plus remarquable est sans aucun doute la vie en groupe. Les animaux se rassemblent pour trouver de quoi se nourrir, construire leur habitat et se protéger des dangers qui la menacent. Le parc provincial de Sheep River est situé sur les contreforts des Rocheuses. C'est le territoire de prédilection du mouflon d'Amérique. Pendant que ces mouflons paissent tranquillement, un intrus s'approche. Petra McDougall étudie les mouflons d'Amérique. Son objectif est de comprendre comment ils communiquent face à un danger. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ils se coordonnent au sein du groupe. On cherche à savoir si un individu qui n'est pas en mesure de voir un prédateur tient compte des signaux envoyés par ceux qui l'ont vu. On va aussi observer la façon dont il réagit, ce qui, dans son comportement, indique qu'il a bien reçu les mises en garde de ses congénères. Les mouflons d'Amérique font partie des animaux les plus grégaires des Rocheuses. Ils se rassemblent en différents groupes de composition variables, rejoignant certains individus pour manger, d'autres pour dormir, et d'autres encore pour se prélasser sur les flancs de la montagne. C'est ce qu'on appelle une société de type fission-fusion. Car les groupes ne sont pas figés et évoluent constamment. En dehors des primates, il est très rare d'observer ce genre d'organisation. Cela demande d'excellentes capacités de communication afin de pouvoir faire équipe avec des membres chaque fois différents. Petra évalue ses capacités en exposant un membre isolé du groupe à un prédateur. Ensuite, elle va observer comment il va alerter le reste du groupe de cette menace potentielle. On se sert de ce masque de puma. Ce n'est pas très ressemblant, mais c'est censé être un puma. Enfin, il fait l'affaire puisqu'on arrive à les effrayer avec. Pas si simple d'être un prédateur, n'est-ce pas? Les yeux sont importants. Une bonne technique pour surprendre un animal, c'est de le confronter à une paire d'yeux. Même 2 cercles tracés sur du papier vont déclencher une réaction chez les animaux. Ça a été maintes fois prouvé. Ce qu'on veut, c'est que ces mouflons réagissent. Peu importe ce qui les effraie, pourvu qu'on obtienne une réaction de peur. On préfère éviter qu'ils s'enfuient, parce qu'alors tout le groupe se mettra à courir. Ce qu'on espère observer, c'est un individu qui lève les yeux et se demande s'il devrait s'inquiéter. Jake arpente le terrain, tandis que Petra tente de s'approcher suffisamment des mouflons pour pouvoir observer leur réaction. Continue à avancer. On va voir si ça marche. Bien reçu. J'aperçois 2 mouflons devant moi. Je vais rester caché derrière cette branche un moment, d'accord?
Ça me va. Ici, il y en a quelques-uns qui s'approchent du bord, et s'ils descendent la colline, ils sont à 1,50 m du bord maintenant. Tiens-toi prêt. J'ai l'impression que ça pourrait marcher. Ok, si tu es au niveau des premiers arbres, tu peux commencer à te montrer. En avançant, tu vas en voir un qui te fait face. Ok. Je vais sortir et essayer de lui faire peur. Quand tu veux. Il vaut mieux que tu restes à l'abri des arbres. Si tu es trop près, ils se rendront compte de la supercherie. Il y en a un qui me regarde. Je vais essayer de garder son attention. Parfait. Déplace-toi le long de l'orée du bois. Petra est attentive aux moindres signes qui révéleraient que la mouflonne perçoit Jake comme un danger. La femelle et son petit te regardent toujours? Oui, il me fixe. Je continue d'avancer. On observe la vitesse à laquelle il lève la tête. Combien de temps il garde les yeux fixés sur le même point. On étudie aussi la position de leur corps, de leurs oreilles. Souvent, ils arrêtent de brouter quand ils perçoivent un danger. Ils se figent. Et on espère prouver que c'est cette immobilité qui transmet le message aux autres individus, qui vont alors se dire « on ferait peut-être bien d'être sur nos gardes ». Cette femelle est clairement en état d'alerte. Elle ne fait plus le moindre mouvement tout en regardant dans la direction de Jake. Elle tente de déterminer si elle est en danger de mort. Elle n'est pas effrayée. Ce n'est pas ça qui la pousse à s'enfuir. Mais elle décide tout de même qu'il vaut probablement mieux remonter dans la montagne pour s'éloigner de cette source d'inquiétude. Les autres mouflons suivent, même s'ils n'ont pas du tout vu Jake. Je n'ai vu que la mère et son petit. Je ne vois plus les autres non plus. C'est bon, on peut s'arrêter là. Le résultat n'est pas spectaculaire, mais des données utiles pour les recherches ont tout de même été récoltées. D'après nos observations, environ un tiers des messages d'alerte sont pris en compte. Ce qui fait l'unité du groupe, c'est l'attention portée aux autres et l'imitation de leur comportement. Qu'on soit un être humain ou un mouflon, au final, c'est la même chose. Si la communication est fondamentale pour survivre, il est important de savoir quand faire confiance à la capacité du groupe de sentir le danger. Il y a une grande amplitude, et on doit réussir à distinguer ce qu'ils considèrent comme un risque suffisamment grand pour être pris en compte ou une perte de temps. Comme il y a énormément de fausses alertes, les mouflons n'ont aucun intérêt à prêter attention à tous les signaux de danger. Pour de nombreuses espèces, l'union est la meilleure défense, mais aussi la meilleure attaque. Beaucoup s'appuient sur la vie en groupe pour survivre aux conditions de vie difficiles dans les Rocheuses. Mais chaque groupe est différent. Certains sont simplement des familles, d'autres de vastes troupeaux. Certains ne communiquent pas beaucoup, et d'autres ont des liens très étroits, régis par des règles strictes. Quelle que soit sa structure, la vie en groupe exige un certain niveau de communication. Ce bison a quelque chose à dire, et pour ce faire, il se sert de sa queue. Il essaie surtout d'écraser une mouche qui l'agace. Mais au passage, il projette aussi ses excréments autour du lieu où il broute pour marquer son territoire. Au sein du règne animal, chaque individu est en compétition avec les autres pour obtenir sa part de ressources limitées. Qu'il s'agisse de nourriture, de territoire ou de partenaires. Ils
doivent trouver un moyen de déterminer qui aura le droit de se servir en premier, sans avoir besoin de recourir à la violence. Les animaux comme le bison d'Amérique du Nord respectent strictement leur rang dans le troupeau. On appelle ça la hiérarchie de dominance. Ce bison est énorme, il pèse environ 900 kg. Il est plus grand qu'un homme de taille moyenne. Il est si impressionnant qu'aucun autre mâle n'ose le défier. Il a un avantage certain, il est né tôt dans l'année. Les petits nés au tout début de la saison ont une longueur d'avance sur les autres en matière de nourriture. Et comme ils sont plus âgés, ils sont plus grands au moment où ils entrent dans leur première période de reproduction. Cette domination se transmet donc de génération en génération. Puisque ces énormes mâles sont les premiers à se reproduire, leurs petits héritent de leur carrure. Et comme ils naissent aussi les premiers, le rapport de domination de cette famille sur les autres est assuré. Les bisons vivent en deux groupes distincts. Les femelles et leurs petits restent ensemble avec les mâles plus âgés. Au sommet de leur hiérarchie, il y a une vieille matriarche. C'est elle qui guide le troupeau de pâturage en pâturage. Elle est toujours la première à se lever, suivie par les autres femelles âgées. C'est seulement à ce moment-là que les jeunes bisons vigoureux et les vieux mâles prêtent attention à ce qui se passe. Les mâles d'âge mûr et en bonne santé restent entre eux dans un groupe séparé. La hiérarchie s'établit en fonction de la taille et de l'âge. Les deux groupes se tiennent à l'écart l'un de l'autre. Leurs besoins sont différents. Les mâles sont plus gros et doivent parcourir une plus grande distance pour obtenir de la nourriture en quantité suffisante. Les femelles, elles, ont besoin de moins de calories. Elles ont tendance à se contenter d'un territoire moins vaste, mieux adapté aux plus petits. Mais lorsqu'une menace se fait sentir, les mâles et les femelles se regroupent pour fuir ensemble en une grande cavalcade. Les femelles et leurs petits partent devant, tandis que les mâles restent derrière pour assurer la défense de leurs congénères en se plaçant entre le troupeau et le danger. Grâce à cette hiérarchie, le groupe dans son ensemble est plus soudé. De plus, les membres du groupe ne gaspillent pas leur précieuse énergie ou ne risquent pas de se blesser en se battant pour les ressources. Mais le châtiment en cas de non-respect de cette hiérarchie est l'expulsion du troupeau. Pour beaucoup, cela équivaut à une condamnation à mort. Les wapitis vivent aussi en deux groupes distincts par genre pour des raisons similaires. Mais cette organisation change à la saison des amours. Les mâles s'affrontent pour départager le troupeau principal en plusieurs harems de femelles. Dans le règne animal, la réussite se définit uniquement par la capacité d'un individu à se reproduire et donc à transmettre ses gènes à la génération suivante. Plus le mâle est dominant, plus il pourra rassembler un grand nombre de femelles dans son harem. Ce mâle est en train de mettre à profit son impressionnante ramure pour empêcher un autre mâle de s'approcher trop près de ses femelles, tandis qu'elles paissent tranquillement, sans leur prêter attention. Ce wapiti a réussi à chasser son rival, mais il préfère ne prendre aucun risque. Alors il lance un message à tous les autres mâles susceptibles de se trouver dans les alentours. En substance, il annonce « Circulez, c'est mon harem ». Il marque son territoire avec hargne, en plantant ses bois dans le sol, répandant son odeur aussi loin qu'il le peut.
et il menace tous les intrus potentiels à coups de charge et de mise en garde sonore. Toute l'année, il a vécu en bonne entente avec les autres mâles. Mais quand arrive la saison des amours, c'est chacun pour soi. Tous les animaux de la montagne ne vivent pas en groupe. Les ours noirs sont pour la plupart solitaires, bien que des groupes familiaux puissent partager un même habitat. C'est la plus petite espèce d'ours des Rocheuses. Alors quand ils sont confrontés à des adversaires plus forts comme les cougars ou des ours plus gros, les ours noirs choisissent généralement de fuir plutôt que de se battre. Ils peuvent se montrer peureux, mais ce sont d'excellents grimpeurs capables de se hisser dans un arbre ou d'en descendre rapidement grâce à leurs griffes courtes mais puissantes. En courant, ils peuvent atteindre une vitesse de 48 km/h et grimper encore plus vite. Ils apprennent à escalader très jeunes. Les petits en bonne santé sont capables de grimper dès leur sortie de la tanière à la fin de l'hiver, à l'âge de 2 ou 3 mois. Pour cet ourson, monter à l'arbre signifie rentrer à la maison auprès de sa mère, qui a déjà trouvé une branche confortable sur laquelle faire sa sieste. La plupart du temps, les ours noirs cohabitent pacifiquement. Mais dans les rares occasions où ils interagissent, une hiérarchie doit se mettre en place pour déterminer quel ours peut rester et lequel doit partir. La domination est fonction de l'âge, de la taille et du caractère. Et parfois, il est nécessaire de se battre pour assurer sa supériorité. Cet imposant ours noir d'âge mûr est le plus puissant et le plus redouté des environs. Et rien qu'à voir sa face, il est clair qu'il a mérité son rang. Il lui manque un œil, probablement perdu lors d'un combat avec un rival potentiel. Puisqu'il est toujours en vie, il y a peu de doute sur l'issue de ce combat-là. Les ours noirs pèsent en moyenne 113 kg, mais celui-ci doit bien en faire le double. Il se frotte contre l'arbre pour y laisser son empreinte olfactive en guise d'avertissement à ses rivaux potentiels. Les autres ours noirs comprendront le message. Mais ce n'est pas le seul ours dans ces montagnes. Ni d'ailleurs le plus gros. C'est le grizzly qui détient ce titre. Le nombre de grizzlies est en hausse constante dans quelques secteurs des Rocheuses, car ils sont mieux protégés. Ces deux espèces d'ours peuvent très bien partager le même habitat, mais souvent les ours noirs préfèrent prendre la fuite s'ils sentent qu'un grizzly montre un certain intérêt pour leur territoire. Comme ce dernier est 2 fois plus grand, le combat tournerait court. Les grizzlies évoluent principalement dans des environnements dépourvus d'arbres. Ils ont dû apprendre à se battre plutôt qu'à fuir en cas de conflit territorial. Une leçon assimilée dès leur plus jeune âge. Cet ours de 3 ans est en train de grignoter en compagnie de sa mère dans les hautes herbes. Tout est calme. Mais en un instant, l'atmosphère change. La dispute n'aura duré que quelques secondes, mais il n'en fallait pas plus à la mère pour affirmer sa supériorité. Au cours des 3 premières années de sa vie, l'ourson retient tout ce que sa mère est susceptible de lui enseigner. Il apprend par exemple à chasser. Bientôt, cette jeune femelle quittera sa mère pour se lancer à la recherche d'un partenaire. Elle n'aura probablement pas à aller bien loin. Comme les ours noirs,
Les grizzlies d'un même groupe familial ont tendance à rester dans la même zone, où leurs territoires se recoupent. Même s'ils ne sont pas de la même famille, en général, les grizzlies qui vivent dans la même région se connaissent, et s'ils ne constituent pas de groupe à proprement parler, ils respectent l'espace de chacun. Du moins, tant qu'il y a assez de nourriture pour tout le monde. Sur les contreforts des Rocheuses, des hardes de chevaux vagabondent. Les chevaux sauvages sont des animaux grégaires. Ils vivent en troupeaux très unis et se déploient sur de vastes espaces, souvent des milliers d'hectares. Les chevaux sauvages étaient nombreux en Amérique du Nord il y a 3,5 millions d'années. Ils ont disparu du continent il y a 10 000 ans. À peu près au moment où le mammouth laineux a lui aussi disparu du paysage à cause de la chasse et des maladies. Puis, au début du XVIe siècle, les colons espagnols ont débarqué dans les Caraïbes, accompagnés de chevaux. Au cours des 150 années qui ont suivi, ces chevaux domestiques espagnols élevés en captivité se sont échappés. Ils ont fini par se compter par millions, regroupés au sein de troupeaux sauvages. Aujourd'hui, ils sont bien moins nombreux. Puisqu'ils se déplacent constamment, il est difficile d'en faire un décompte précis. Mais certaines études suggèrent qu'il y aurait actuellement environ 60 000 chevaux sauvages en Amérique du Nord. Pour certaines personnes, ce nombre est encore trop élevé. Les chevaux sont de grands animaux qui parcourent de vastes étendues en quête de nourriture. La plus grande partie de leur journée est consacrée à brouter, et s'ils ne trouvent pas d'herbe, ils mangent des feuilles, de l'écorce, tout ce qui se trouve à leur portée. Les chevaux sauvages n'ont pas de prédateurs naturels. Sans régulation, leur population peut donc augmenter considérablement. Ils sont capables de se reproduire et de s'emparer d'un territoire très rapidement. Certaines hardes augmentent de 20% en une seule année. Les scientifiques et les écologistes considèrent les chevaux comme une espèce invasive. Ces chevaux ne ressemblent pas à ceux qui se trouvaient là il y a 10 000 ans. Ils se nourrissent d'herbes différentes. Et puisque l'écosystème a évolué sans eux, il n'y a plus d'équilibre naturel. Les conséquences sur l'environnement peuvent être considérables. Ici, dans ces contreforts, 851 chevaux vagabondent dans les prairies et les forêts. Personne ne sait combien de chevaux cette région est capable de nourrir. Mais de nombreux scientifiques et chercheurs affirment que les chevaux sauvages épuisent cet environnement 3 fois plus vite que ne le feraient des vaches. On sait que la population de chevaux sauvages doit être régulée. Leur croissance doit être maîtrisée. On n'a aucun intérêt à ce qu'ils prolifèrent de façon incontrôlée. Ils commencent à nuire à l'environnement, c'est vrai, mais pour l'instant, on peut les laisser en paix. Bob suit les troupeaux de la région dont il prend des photos afin d'identifier chaque cheval lors de ses déplacements. Parfois, il parcourt plus de 10 km dans la même journée. Ces troupeaux se comportent différemment des chevaux domestiques. Ils n'ont pas été dressés pour être des instruments de travail dociles. Leurs crinières et leurs queues sont souvent longues et ébouriffées. Ce sont des animaux sauvages qui considèrent les êtres humains comme de potentiels prédateurs avec lesquels ils préfèrent garder leur distance. Ici, on distingue 2 hardes. Une première où se trouvent les 2 poulains
et une deuxième constituée de 2 frères couleur Isabelle et de quelques juments. Chez les chevaux sauvages, il est assez rare de trouver 2 étalons dans le même groupe. Mais ces 2-là sont frères, donc ils ont simplement intégré une famille. Ils se sont adaptés à leur environnement et leur morphologie a également évolué pour mieux correspondre à cet écosystème. Les hardes se divisent en groupes généralement constitués d'un mâle, de plusieurs femelles et de leurs petits. Mais le chef de la bande n'est pas le mâle solitaire. C'est une femelle dominante qui est aux commandes. D'ailleurs, plus l'étalon est gros, moins il s'impose, préférant se contenter de suivre calmement le reste du troupeau. Il sait que son harem ne risque pas de lui être dérobé par un autre mâle. C'est la jument dominante qui ouvre la voie et l'étalon suit le mouvement. Mais quand un danger survient, par exemple si une meute de loups affamés s'attaque à un poulain, l'étalon passe à l'action. Il agit comme un garde du corps. L'étalon va se placer face au danger, se sacrifiant presque pour défendre le troupeau. L'étalon est prêt à risquer sa propre vie pour protéger la génération suivante. Mais de nos jours, les chevaux ont davantage à craindre des hommes que de n'importe quel autre prédateur. Il y a plusieurs années, les autorités locales ont ordonné l'abattage de 200 chevaux pour réduire leur impact dévastateur sur la nature. Mais Bob est intervenu pour les défendre, proposant une solution alternative. Elle, c'est une pouliche d'1 an, April. Et là, c'est Striker. C'est le petit de l'une de nos meilleures juments. Ils ont des personnalités très différentes. April est très farceuse, mais aussi très curieuse. Elle n'est pas farouche, elle aime jouer, mais dès qu'il est question de travailler, elle va aussi montrer qu'elle a du caractère. Striker, au contraire, se conduit bien en toutes circonstances. Au lieu d'abattre les chevaux, Bob les rassemble, les prend sous son aile et les dresse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces chevaux sont plus intelligents que la plupart des chevaux domestiques. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Ils sont fidèles, mais aussi très calmes, posés. Et ils ont aussi le pied très sûr. Alors, où tu vas, toi? Le plus important, c'est de prendre son temps avec eux. Il faut qu'ils s'habituent à notre présence. Ensuite, on peut commencer à les nourrir, à leur donner de l'eau. Tu ne peux pas partir tant que je ne l'ai pas décidé. C'est la règle. Petit à petit, ils comprennent que c'est vous qui êtes leur source de nourriture et d'eau. Ils doivent apprendre à faire confiance à l'être humain que vous êtes. Alors, c'est quoi ce truc? Une fois qu'ils sont habitués aux hommes, Bob trouve des gens pour les adopter. Les écuries se trouvent en plein cœur de l'ancien territoire d'April et Striker. Leur ancien troupeau vient parfois leur rendre une petite visite. Derrière eux, là-bas, c'est leur géniteur. C'est un magnifique étalon. Ici, c'est son territoire. D'une certaine façon, c'est amusant, mais parfois c'est pénible. Par exemple, il lui est arrivé de charger l'enclos pour protéger son troupeau et son espace. Alors on a dû prendre quelques mesures pour renforcer les enclos. Le maintien d'un contact social est absolument vital pour la santé physique et mentale des chevaux. C'est pourquoi Bob veille à ce qu'ils côtoient leurs congénères dans leur nouveau refuge. Ce sont des animaux qui vivent en groupe. Seuls ils dépérissent. Si j'avais le choix entre les amener ici ou les laisser galoper en liberté dans la nature, bien sûr que je les laisserais gambader. Ici, c'est un deuxième choix, mais pour moi, c'est une bonne solution. C'est la meilleure façon de s'occuper de certains de ces chevaux qui doivent, hélas, être arrachés à leur environnement. Depuis leur début en 2013, Bob et son équipe ont dressé puis fait adopter 83 chevaux.
C'est vraiment agréable de travailler avec un cheval qui n'a aucun travers humain. Ça prouve que ces chevaux sont des animaux nobles. En tout cas, ils m'ont conquis, c'est sûr. T'es vraiment une jolie fille, toi. Oh que oui. Il existe des prédateurs qui préfèrent mener une vie solitaire, par exemple l'insaisissable puma. Mais dans ces montagnes, l'un des principaux prédateurs est aussi un animal incroyablement social. Les loups vivent en meute de 8 à 15 membres. Pour capturer une proie, ils sont très efficaces. Ils communiquent et se coordonnent pour capturer certains des plus gros animaux de la montagne. Une meute se forme lorsqu'un loup et une louve se reproduisent et ont une portée de louveteau. Le couple devient alors le mâle et la femelle alpha, les dominants. D'ordinaire, la meute est constituée de leurs petits ainsi que de membres de la famille élargie. Ces loups dominants ne sont pas nécessairement les plus féroces ou les plus imposants. Ce ne sont pas eux qui donnent les ordres. En revanche, ce sont souvent les plus sages, ceux qui s'avèrent utiles. En effet, leur rôle principal est de prendre en charge la chasse et les déplacements de la meute. Et ce sont les deux seuls membres qui se reproduisent. En dessous des alphas, il y a les bêtas. Ensuite, les subordonnés, c'est-à-dire la classe moyenne qui se battent souvent pour atteindre le sommet de la pyramide. Mais la hiérarchie de la meute a aussi ses mauvais côtés. Tout en bas de l'échelle, il y a l'oméga. Les omégas peuvent être mâles ou femelles. Leur rang ne dépend pas de leur âge. L'oméga est le loup qui a le plus de chances de perdre un combat. Il est la cible privilégiée des autres loups et de leur agressivité. Il est souvent le dernier nourri. Parfois, il est carrément chassé de la meute. Il devient alors un loup solitaire. Si le loup solitaire ne trouve pas rapidement un partenaire pour fonder sa propre meute, il ne survit généralement pas longtemps seul dans la nature. Les plus jeunes membres de la meute sont globalement épargnés par ces pressions hiérarchiques. Le spermophile est un petit fouineur. Cette grande colonie est composée de dizaines de rongeurs. Un mélange de femelles avec leurs petits et de mâles qui espèrent s'accoupler avec elles. Chaque individu contribue à son échelle à veiller sur le groupe. Quand ils sentent la présence d'un intrus, ils sortent de leur terrier pour mener l'enquête. Debout, sur leurs pattes arrière, ils peuvent voir par-dessus les hautes herbes et évaluer précisément le danger potentiel. Ensuite, ils portent leurs pattes à la poitrine et poussent un cri strident pour attirer l'attention de leurs congénères. Si le danger est réel, ils se réfugient dans leur terrier jusqu'à ce que la nouvelle que le danger est passé se propage. Chaque famille de spermophiles a son propre cri. Une mère est donc capable d'identifier le cri de ses petits. Leurs terriers, où ils mangent, dorment, stockent de la nourriture et se reproduisent, sont toujours creusés à proximité les uns des autres afin d'être à portée de voix. Ainsi, ils ne rateront jamais ce cri d'alarme perçant.
Les cerfs sont très méfiants par nature. Petits cousins de l'élan et du wapiti, ils sont souvent une proie de choix pour de nombreux prédateurs des Rocheuses. Nous voyons ici une harde composée d'une biche et de ses faons âgés de 2 mois seulement. Ils sont encore couverts de taches qui leur permettent de mieux se fondre dans la végétation. Le soleil va bientôt disparaître à l'horizon, mais pour le cerf, c'est le moment le plus actif de la journée. La plupart des chasseurs diurnes ont terminé leur journée, mais les prédateurs nocturnes commencent tout juste à s'activer. La biche défend ses petits avec férocité. Elle bondit, s'agite dans tous les sens, prête à se jeter sur tout ce qui pourrait être considéré comme une menace. Les adultes sont incroyablement rapides et agiles. Mais les jeunes faons sont bien plus lents. Alors, si la fuite est impossible, la biche se battra. Ici, dans le parc national de Kootenay, l'un des plus grands dangers ne peut pas être écarté par cette démonstration de force. Hélas, il ne peut pas non plus être évité, parce qu'il ne s'agit pas d'un animal. En 1923, le gouvernement du Canada a souhaité qu'une route traverse cette vallée étroite afin de relier l'Alberta et la Colombie-Britannique à travers les montagnes Rocheuses. Une route pittoresque et prisée des touristes a été construite. Mais elle a coupé cet habitat naturel en deux, séparant de fait en 2 groupes toute la faune qui y vit. Les animaux ont besoin de traverser cette route. Ils se déplacent dans une vallée qui est déjà divisée par la roche, par la glace et par l'eau. Et maintenant, il y a en plus cette rivière d'asphalte, avec la circulation automobile qu'elle implique. À chaque saison, ils doivent se déplacer d'un habitat à l'autre, de part et d'autre de la vallée, en passant par le fond de la vallée. À l'époque, 4500 voitures par an passaient par cette route. Aujourd'hui, c'est à peu près le nombre de voitures qui transitent ici chaque jour à la saison haute. Cela correspond à une voiture toutes les 4 secondes. Les voitures sont rapidement devenues le plus grand danger pour les animaux qui vivent ici. Au moins un gros mammifère est tué par un véhicule chaque semaine, ainsi que d'innombrables animaux de plus petite taille. Les 3/4 des animaux tués sont des cerfs. Contrairement aux élans et aux ours qui sont disséminés à travers la forêt, les cerfs vivent en communauté. Les herbes et la végétation dont ils se délectent poussent souvent sur les bords de la route. Et puisqu'ils surgissent à l'aube ou au crépuscule, les conducteurs ne les voient pas avant qu'il soit déjà trop tard. D'autres animaux se sont adaptés pour rester à l'écart de la route. Non seulement cela réduit leur habitat de moitié, mais cela diminue aussi considérablement le nombre de partenaires potentiels disponibles. Parks Canada est l'agence gouvernementale en charge de la protection de ce parc et des animaux qui y vivent. Elle a prélevé des échantillons d'ADN sur les animaux et a découvert que les populations d'ours évoluaient séparément de chaque côté de la route. S'ils ne peuvent plus se croiser, il y a un risque plus grand de consanguinité entraînant une diminution de la diversité génétique. Cela signifie que l'ensemble de la population est en moins bonne santé, davantage touchée par les maladies et moins susceptible de remporter un combat territorial avec un animal provenant de l'extérieur du parc. Tout cela parce qu'il leur était impossible de traverser la route jusqu'à aujourd'hui. On a suivi et étudié les animaux et on a appris plein de choses sur eux. Par exemple, on a repéré les endroits où ils essaient de traverser la route,
la façon dont ils traversent la vallée et où se trouve l'habitat qu'ils cherchent à rejoindre. Et tout ça nous a aidé à déterminer l'endroit le mieux placé pour aménager un passage pour eux, là où ils ont tendance à se regrouper. Le parc a installé des clôtures le long de la route afin d'acheminer les animaux vers un lieu de passage sûr où ils pourront la traverser sans risquer de rencontrer des véhicules. C'est une clôture standard pour la faune. On la retrouve dans l'ensemble des parcs de montagne. En bas, elle est doublée d'un grillage en losange, enterré jusqu'à environ 1 mètre de profondeur, pour empêcher les animaux qui aiment creuser, comme les ours, les loups et les coyotes, de pouvoir passer par-dessous. Sur le haut de la clôture, les rectangles sont assez larges, mais à la base, ils sont plus resserrés pour empêcher les petits animaux de passer au travers. Elle est très solide. Un animal est incapable de la forcer. D'après nos observations, elle empêche les animaux de se retrouver sur la route dans plus de 80% des cas. Si un animal se retrouve piégé entre 2 clôtures, souvent il panique. Il court parallèlement à la route. Et quand il arrive ici, il tombe sur cette clôture de rabattage. Cette structure a été spécialement étudiée pour les rediriger vers un passage souterrain. La route a également coupé en 2 certains cours d'eau du parc. Des passages spécifiques ont donc aussi été construits pour les animaux aquatiques. Désormais, les poissons aussi ont accès à davantage de frayères au sein du parc. Les poissons sont des sprinteurs. Quand on a réfléchi à ces aménagements, on a créé une série de barrages. Ainsi, les poissons qui remontent le courant se retrouvent bloqués et sont donc obligés de sauter dans la zone de repos suivante, et ainsi de suite, de barrage en barrage, jusqu'à atteindre ces conduits qui les mèneront vers leur frayère. Créer un accès était un bon point de départ, mais rien ne pouvait garantir que les animaux emprunteraient ces couloirs. Pour le savoir, Parks Canada a installé des caméras de surveillance devant chaque entrée de tunnel. Après quelques semaines de méfiance, les cerfs ont commencé à les emprunter régulièrement. Très vite, d'autres animaux comme les loups et les élans se sont mis à traverser eux aussi. Au cours des 2 premières années, 1700 passages ont été effectués à travers ces tunnels. Au début, au moment où on a installé les clôtures, ils ont mis un peu de temps à comprendre ce qui se passait. Et puis, ils ont découvert les passages souterrains et ont progressivement compris que c'était des moyens sûrs de traverser la route. Le degré d'adaptation des animaux varie selon les espèces. Les carnivores comme les loups ou les ours repèrent généralement assez vite une clôture et s'y adaptent rapidement. Les cerfs, pour la plupart, finissent aussi par s'acclimater. Au cours des 2 premières années, on observe quelques allées et venues jusqu'à ce que les animaux comprennent que leur environnement a évolué et s'y habituent. Le parc national de Banff, qui se trouve juste de l'autre côté de la frontière par rapport à Kootenay, dans l'Alberta, a commencé à construire des passages pour les animaux il y a 30 ans. Des passages souterrains, mais aussi des passerelles plus complexes. Dans le parc de Banff, les ours ont mis 5 ans avant de commencer à utiliser ces aménagements. Mais à Kootenay, cela ne leur a pris que 6 semaines. Depuis la création de ces passages, les analyses ADN révèlent que la diversité génétique a été restaurée. Pour les prochaines générations, il sera presque aussi facile de rester connecté avec les autres membres de son espèce qu'avant l'apparition des êtres humains. Si on pouvait communiquer avec les animaux, ce serait beaucoup plus simple. Mais il y a un grand nombre de personnes qui continuent à apprendre et à mettre en pratique ce qu'elles ont découvert pour assurer la bonne santé et la sécurité des animaux. Au sein du règne animal, la coopération permet d'avoir un meilleur accès à la nourriture, de rencontrer plus facilement un partenaire et de garantir une meilleure protection face à des dangers potentiels.
Mais ce travail collectif nécessite la maîtrise de certaines compétences en communication. Il faut aussi se fier aux membres dominants et se rallier à ses décisions. Même si cela implique une petite bagarre de temps en temps, il est toujours bien plus facile de s'en sortir avec l'aide de ses congénères.